Bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier webinaire de Médicine de l'année 2021. Une très bonne année à tous par ailleurs. Donc avec l'ensemble des intervenants, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter les détails de cette seconde édition du Challenge LIA qui est proposée et financée par la région Île-de-France et qui a été annoncée en novembre dernier lors de l'événement AI4Health par Startup Inside. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter les détails opérationnels, les détails scientifiques de ce challenge. Donc, nous avons avec nous Jean-Louis Kéguinier, qui est donc responsable data IA chez OVH Cloud et qui vous présentera cette plateforme pour justement pouvoir participer à ce challenge. Nous avons également Romain B et Basile Dura qui vous présenteront les défis qui est proposé par la PHP. Et finalement, nous avons José Fernandez qui, de son côté, vous présentera le défi qui est proposé par l'Institut Curie. Alors, pour cette présentation, nous avons prévu que vous puissiez poser vos questions dans la section qui est dédiée sur ce Zoom. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette section dédiée, le Q&R, dans votre Zoom. Jean-Louis pourra répondre à vos questions directement par écrit pour la partie plateforme. Pour les parties défis de la PHP et de l'Institut Curie, on prévoit un petit peu de temps pour des réponses à l'oral, mais vous pouvez aussi poser vos questions et auxquelles ils pourront répondre à l'écrit par la suite, si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, on va commencer rapidement, peut-être tout d'abord avec Daniel Vessis de la région Île-de-France, qui va vous rappeler brièvement le contexte de ce Challenge IA. Oui, bonjour à tous et meilleurs vœux. En effet, avant de laisser la parole aux experts de la PHP et de Curie, mais aussi de VH, Samy Jousset, qui est en charge des deep tech à la région Île-de-France, et moi-même qui suis en charge de la santé, nous voulions très rapidement vous présenter quelques éléments de contexte sur cette édition du Challenge AI for Health. Et pour vous dire principalement que ce projet s'inscrit au carrefour de deux stratégies de la politique régionale en faveur d'innovation. D'une part, le plan IA 2021, qui avait été annoncé en octobre 2018 et dans lequel la santé constitue l'un des domaines d'application prioritaires. Et d'autre part, la stratégie Smart Santé, communiquée plus récemment en septembre 2020, et où la valorisation des données de santé constitue l'un des 6 axes prioritaires pour lesquels plus de 210 millions d'euros seront mobilisés entre 2020 et 2022. Dans les deux cas, bien entendu, il s'agit de mobiliser toute la puissance de l'IA pour servir la recherche clinique, pour contribuer à l'amélioration du diagnostic et pour aider la prise de décision thérapeutique, en particulier en matière d'oncologie, puisque c'est un champ clinique prioritaire. Alors, tout ça, c'est pour la santé des patients. Mais bien entendu, l'objectif des challenges, c'est aussi de créer de la valeur pour des sociétés comme les vôtres et faire en sorte que des champions émergent. Comme l'a dit Julie en introduction, ce challenge sera la seconde édition de AI4Health, c'est-à-dire un challenge thématisé santé. La première édition en 2019 avait été organisée avec l'Institut Gustave Roussy et a été remportée par la société Owkin. Au-delà du prix, c'est-à-dire de la subvention, ce qui est important de souligner, c'est qu'au titre du projet issu du challenge, Owkin et Gustave Roussy ont une collaboration aujourd'hui extrêmement prometteuse, puisque les résultats générés après environ 18 mois de travail vont entrer incessamment en phase de pré-industrialisation. Par ailleurs, il faut aussi souligner que avant même que nous lancions des challenges thématisés santé et AI4Health, le premier challenge de la région qui avait été lancé en 2018 et qui donc n'était pas thématisé, avait déjà vu son premier prix décerné à Terra Panacea, qui, comme vous le savez sans doute, utilise le machine learning pour permettre une radiothérapie de plus grande précision dans le traitement des cancers. Donc voilà très brièvement les quelques éléments de contexte et les messages que nous souhaitions souligner. Un challenge d'importance stratégique pour lequel nous espérons des projets de qualité et qui conduiront, nous l'espérons, à des collaborations fructueuses. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous bonne chance. Merci Daniel.
Donc pour commencer, on va regarder un peu comment marche cette plateforme qui a donc été mise en place par OVH Cloud. Jean-Louis, je vous laisse la main. Ok, alors merci beaucoup, bonjour à tous et puis bonne année à tous. Des très beaux sujets du coup ensemble. Je pense que vous voyez mon écran maintenant. Ouais, très bien. Alors, pour vous présenter rapidement la plateforme et le concept du challenge. Le concept du challenge, c'est d'avoir des données qui vous sont fournies en fait par l'Institut Curie et la PHP. Qui seront disponibles et qui seront les mêmes pour tous. Elles seront accessibles au sein de l'environnement qui sera mis à votre disposition sur l'outil qui s'appelle OVH Cloud AI Training, qui est certifié ISO 27001 HDS. Vous aurez un environnement Jupyter, VS Code, donc, et un GPU V100S, donc un NVIDIA V100S qui a 32 Go de capacité de mémoire sur le GPU, les librairies Conda, TensorFlow, PyTorch, JAX, MXNet et à peu près tout ce que vous voulez avoir pour vous permettre de très rapidement rentrer les mains dans la partie métier, puisque c'est ça qui nous intéresse, sans vous poser de questions sur les parties driver, framework et tout ça. Vous aurez donc en lecture seule ces données sur, sur cet environnement-là, et puis vous aurez aussi un dossier qui vous sera dédié. Donc chacun aura chacun son GPU, chacun son environnement, mais vous aurez un dossier dans lequel vous mettrez l'ensemble de votre travail, dans lequel vous travaillerez, votre workspace. Et puis ça se synchronisera automatiquement, tout ce qui sera contenu dans ce dossier-là, et c'est ça qui sera évalué par les examinateurs du concours. Tout ce qui sera dedans sera automatiquement synchronisé et backupé dans un système d'object storage pour chacun séparé pour chacune des startups, incluant ce qu'on appelle les checkpoints, les modèles, des fichiers de configuration comme les librairies, par exemple, les librairies que vous avez utilisées, les notebooks et tout ce qui sera contenu en fait dans ces dossiers-là. Donc, je vous laisse mon adresse courriel pour les personnes qui participeront et même les personnes qui atteignent le meeting. Je suis disponible pour toute question pour la suite. Hop, on va passer à la petite démo. Globalement, vous allez voir que c'est très simple. Donc, je vais vous présenter l'outil général. Vous n'aurez pas accès à l'espace utilisateur OVH Cloud. Vous aurez accès, on vous donnera accès à chacun à votre notebook avec les credentials, les user mots de passe qui correspondent bien. Parce qu'on s'assure que tout est segmenté, mais sachez que vous pouvez l'utiliser aussi, vous, dans un autre cadre. Donc, pour vous donner les caractéristiques, on a dit une V100S qui contient 32 Go de RAM, donc c'est plus performant que les V100. Il y a 16,4 teraflops, 32 Go de mémoire RAM, 14 vCore, 32 Go de mémoire RAM, comme je disais, GPU, 14 vCore et 45 Go de RAM qui ne sont pas de la RAM GPU, mais qui sont de la RAM normale, entre guillemets. Et ça, c'est l'environnement technique dans lequel vous aurez un seul GPU, puisque c'est le règlement du concours. Dans l'espace OVH, à quoi ça ressemble, pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe derrière, behind the scene, et puis que vous puissiez éventuellement vous approprier la plateforme au fur et à mesure. Donc, vous avez le stockage objet. Dans le stockage objet, nous, enfin, à PHP et Curie et OVH Cloud, on mettra à disposition toutes les données qui sont nécessaires à l'étude clinique. Donc vous pouvez voir ici, là j'ai mis des scans, des X-ray, des scanners d'un sujet qui est public, mais ce sera des données qui seront spécifiques au concours. Dans la plateforme, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va lancer, vous allez voir, hop, un job d'IA, donc dans la section AI Training, Machine Learning. Nous, c'est ce qu'on va faire pour vous, mais comme ça, vous comprenez derrière ce qui se passe. Hop, je suis désolé, je vais prendre une petite configuration, parce que là, c'est quelque chose qu'on a développé spécifiquement, mais qu'on mettra très prochainement à disposition. Comme vous pouvez le voir dans notre produit public, vous avez un certain nombre de frameworks qui sont préinstallés. Nous, on vous a fait une image encore plus générale. En fait, on s'est basé sur l'expérience la plus élaborée du web aujourd'hui dans la data science, où il y a le plus de tous les cas d'usage ont été traités. C'est une image qui est basée sur l'expérience Kaggle. Donc, vous aurez l'équivalent, toutes les fonctionnalités de Kaggle, mais avec un GPU qui vous est dédié 24 heures sur 24 pendant tout le temps du concours. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les données de la PHP dans un endroit spécifique qu'on va appeler APHP
query dataset, par exemple, qui sera en lecture seule. Et puis, vous aurez pour chacune des startups, donc là j'ai fait startup 1, il y aura le nombre de startups qu'il va y avoir. Je vais l'appeler votre workspace. Ce sera peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, enfin un petit peu plus parlant. Ça pourrait être my workspace, ce que vous voulez, qui sera en lecture-écriture, et lui sera backupé sur l'object storage à terme. Je vais lancer en fait avec un seul GPU ce système-là. J'ai créé un user auparavant et il y aura un user spécifique pour chacun des environnements qui sera déployés. Donc, par rapport au nombre d'intervenants qu'il y aura, vous aurez chacun votre user et mot de passe qui sera approprié pour s'assurer qu'il y ait une bonne segmentation entre chacun des compétiteurs au moment du concours. Le système est en train de se synchroniser et de démarrer. Comme je vous expliquais auparavant, le dataset est en train de se mettre à jour sur l'environnement. Ça met un petit peu de temps, mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que le système là, avec le dataset qui est en Object Storage, est en train de se synchroniser avec le système, le notebook, on va dire. Désormais, c'est accessible. J'espère. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de rentrer mon user et mon mot de passe parce que c'est quelque chose qui est conservé tout au long du concours. Donc j'avais déjà préparé ma démo, évidemment. Mais comme vous pouvez voir, vous avez un Visual Studio Code qui fait que vous êtes comme à la maison. Tout va très bien. Vous pouvez accéder au dataset ici. Donc là, je vais regarder une image, par exemple. Et vous pouvez accéder également à votre workspace à vous, dans lequel vous mettrez l'ensemble de vos éléments. Donc, comme j'ai déjà préparé la démo, j'ai déjà un petit notebook qui était prêt. Mais ça, c'est la partie VS Code. Vous avez également accès à un Jupyter Lab qui est très simple. Encore une fois, vous voyez que j'ai la partie APHP Query Dataset que je peux aller voir. Donc là, c'est un système sur la pneumonie, c'est un test sur la pneumonie. Mais vous pourriez avoir votre espace dans lequel vous pouvez rajouter des notebooks si vous le souhaitez. Allez, on importe TensorFlow, par exemple, as tf. J'exécute. Et puis, je peux importer d'autres, MXNet, par exemple. Pour ceux qui utilisent MXNet, je peux importer Torch, par exemple. C'est pour vous montrer que l'ensemble en fait, des frameworks sont déjà présents et vous permettent très rapidement en fait, de rentrer les mains dedans en quelques minutes. On ne veut pas que vous perdiez de temps, on veut que vous vous concentriez essentiellement sur le challenge. Je vais vous montrer également, vous avez accès à tout ce qui est ligne de commande. Hop. Donc là, vous pouvez voir le GPU qui vous est dédié avec effectivement 32 Go de RAM, donc un GPU type V100, V100S, donc les nouvelles générations. Et puis, vous pouvez également faire de l'installation de packages classiques, Conda, Install ou ce genre de choses. Nous, ce qu'on vous recommande pour le concours, parce que vous allez être évalué sur la reproductibilité de votre expérience, c'est de créer un petit fichier, texte qui serait, alors là je vais le faire ici, je suis un petit peu ligne de commande, mais voilà, on pourrait très bien dire, par exemple, je vais installer, j'ai aucune idée, TensorFlow est déjà là, mais je vais dire par exemple TensorFlow, et ça va permettre aux évaluateurs de pouvoir rajouter les packages au fur et à mesure et de réévaluer votre expérience. Ça, c'est plus pour l'aspect évaluation du concours, pour éviter les maux de tête aux personnes qui vont vous évaluer. Mais globalement, en fait, vous verrez que tous les documents que vous avez, il faut que je fasse attention, j'ai pas mis au bon endroit. Tous les documents que vous avez, vous les voyez ici, et tout ce qui va être dans votre workspace, peu importe le nom que ça portera, vous aurez globalement 2 dossiers à la racine, un qui sera le dataset et un qui sera votre espace de travail. Tout ce qui sera à l'intérieur de cet espace de travail sera sauvegardé à la fin du concours. Donc là, je vais simuler la fin du concours. Je vais éteindre le notebook. Donc, je vais l'arrêter. Ce qui va se passer quand il va s'arrêter, donc ça, ce sera la fin du concours. Ce sont les évaluateurs qui arrêteront ça. Dans l'object storage qui vous est attribué, donc là, c'était Startup 1, vous allez avoir l'ensemble des documents qui vont se synchroniser et qui vont venir apparaître là. Et les évaluateurs, eux, de leur côté, pourront associer, relire en gros ce qu'ont fait les startups. Donc je vous ai déjà préparé ça parce que je n'ai pas énormément de temps. J'ai déjà préparé un notebook pour l'évaluateur, mais l'évaluateur a déjà
mappé, on va dire, a déjà attribué les stockages objets de chacune des startups sur son workspace et il est capable d'évaluer l'ensemble des startups en quelques clics. C'est pour vous donner un petit peu le niveau de reproductibilité qui est attendu. Vous voyez, je peux aller dans la startup 1 et retrouver ce qui m'intéresse. Donc, vous voyez que le requirements, qui était un nouveau fichier, vient d'arriver. Je l'ai écrit tout à l'heure. Il est maintenant disponible pour l'évaluateur. Donc, ça va très, très vite. C'est très, très simple. Et ça vous donne une capacité, que ce soit pour APHP et Curie, vous voyez ce qu'ils vont voir eux au moment de l'évaluation et vous verrez vous ce que vous voyez, enfin je vous ai présenté ce que vous aurez en tant que startup ou en tout cas de contributeur à ce projet-là. Voilà, je m'arrête, je suis disponible si vous avez la moindre question. Merci Jean-Louis. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions. Il y a déjà une question de Fabien d'Exacure qui en a posé une. Peut-être que ce qui va suivre permettra de répondre à cette question qui concerne justement les types de données. Donc on va commencer avec Romain B. Basile Dura pour la PHP. Je vous laisse la main pour présenter le challenge que vous proposez. Bonjour à tous, merci beaucoup Julie et Daniel pour l'introduction, merci Jean-Louis pour la présentation de la plateforme technique. Donc maintenant avec Basile qui est avec moi, on va vous présenter le défi médical que propose la PHP pour ce challenge AI for Health 2020. Alors, si j'arrive à passer la slide, c'est bon. Du coup, comme l'Institut Curie, d'ailleurs, on s'est concentré, on a proposé un défi cette année qui est un défi d'intelligence artificielle appliquée à la cancérologie. Donc, c'est un domaine qui est très actif depuis pas mal d'années, donc avec pas mal de très beaux résultats qui ont été publiés, qui montrent qu'il y a justement de grandes opportunités, qu'on peut espérer des changements technologiques majeurs qui peuvent grandement améliorer les soins. Donc, c'est un domaine très actif, très prometteur, mais c'est un domaine encore assez jeune. Et donc, nous, on a fait le constat qu'il manquait encore, enfin, qu'il y avait encore en tout cas beaucoup à développer, beaucoup à explorer. Et en particulier, il y a 3 points qu'on aimerait pousser plus avant avec ce partenariat, qui est le premier, que ces algorithmes-là ont encore, ne se sont pas toujours inscrits dans des cas d'usage très bien identifiés. Donc, il y a encore un grand travail à faire pour comprendre justement dans quels cas médicaux, dans quels cas cliniques, l'intelligence artificielle peut réellement apporter une plus-value. Et donc, nous, on aimerait, au cours de ce partenariat, creuser et identifier ces cas d'usage. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les premières pathologies qui ont été étudiées en cancérologie sont assez naturellement les cancers les plus fréquents, donc pour lesquels, bien sûr, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de données, mais un certain nombre de cancers plus rares sont jusqu'à présent passés un peu sous le radar, alors qu'il y a beaucoup à faire, et en particulier, c'est des cancers où on espère beaucoup de l'intelligence artificielle pour aider à la prise en charge des patients. Et enfin, on s'est rendu compte que la plupart des premiers algorithmes qui ont été développés, c'est des algorithmes qui étaient surtout centrés sur l'analyse d'images pures et qui parfois n'utilisaient pas toute la variété de données qu'on peut trouver dans un dossier patient. Et donc, on pense qu'il est pertinent d'explorer cette variété de données pour avoir des algorithmes plus efficaces. Alors, pour répondre à ces questions, la PHP propose un défi autour d'un cancer, qui est un cancer du foie, qui s'appelle le cholangiocarcinome intrahépatique. Donc, pour être plus précis, c'est un cancer des voies biliaires au niveau du foie. Donc, c'est un cancer qui est assez rare, avec une incidence de 2,1 cas pour 100 000 habitants dans les pays occidentaux. Donc, c'est un cancer rare par rapport à d'autres cancers plus fréquents, plus connus, mais c'est un cancer qui, malheureusement, est de moins en moins rare, avec une incidence qui augmente fortement, par exemple avec plus de 50% d'incidence aux États-Unis entre 2003 et 2012. Donc, pour toute une variété de raisons qui ne sont pas encore assez mal comprises, mais probablement, entre autres, des raisons environnementales. Et c'est un cancer pour lequel le diagnostic est actuellement complexe, souvent tardif, ce qui n'aide pas forcément à améliorer le pronostic pour les patients. Donc un pronostic qui est malheureusement très mauvais, avec un taux de survie à 5 ans qui est en général sous les 10%. Donc pour traiter ce cancer, on peut espérer, on a plusieurs déjà stratégies thérapeutiques qui sont en place, qui sont en permanence développées par toutes les équipes médicales. Mais ce qui est encore assez peu clair, c'est quand on se trouve en face d'un cas de cholangiocarcinome intrahépatique spécifique, de savoir quelle est la stratégie optimale pour traiter ce cas précis. Et donc là, il y a tout un travail de classification de ces cas qui reste à faire. Et donc là, on attend beaucoup de l'intelligence artificielle pour nous aider à classifier ces cas et à prendre en charge de manière optimale chaque patient. Et par contre, c'est un cancer où le traitement, en tout cas un traitement curatif, est toujours centré autour de la chirurgie, même si bien sûr il y a de la chimiothérapie et de la radiothérapie qui peuvent être utilisées.
Donc, si je résume, le partenariat à long terme que la PHP a envie de nouer avec l'entreprise qui va être sélectionnée, c'est un partenariat qui vise à développer des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui pourront aider à mieux diagnostiquer le cholangiocarcinome intrahépatique, à mieux caractériser les tumeurs, afin de décider d'une stratégie thérapeutique adaptée à chaque patient. Et donc, pour ce faire, avec la startup ou l'entreprise qui va être sélectionnée, la PHP va pouvoir proposer à terme un dataset assez conséquent de par sa taille, malgré le fait que ce soit une maladie rare, donc avec un dataset de plus de 2000 patients qui ont été traités ces dernières années pour le cholangiocarcinome intrahépatique à la PHP. Par contre, c'est une manière d'initier le partenariat, mais le partenariat qu'on va nouer à long terme grâce, entre autres, à la subvention de la région, n'est pas forcément restreint exactement à ce cancer-là. Et donc, on peut élargir en fonction des opportunités à d'autres cancers, éventuellement pour voir s'il y a des opportunités du côté des techniques de transfert learning, donc à d'autres cancers du foie. Et enfin, ce qu'on aimerait, c'est développer un algorithme, comme je l'ai expliqué, qui mette en valeur toutes les données qu'on peut trouver à la PHP, qui sont numérisées, donc pas uniquement de l'imagerie, mais aussi de la biologie, des lames d'anatomopathologie, éventuellement revenir aux comptes rendus médicaux, des données de chimiothérapie, et ainsi de suite. Donc, ce partenariat à long terme, ce sera a priori un partenariat dans des bonnes conditions, parce que la startup va ramener son expertise en intelligence artificielle, en développement informatique, en développement d'un dispositif médical, et la PHP peut proposer d'abord une expertise médicale. C'est quand même notre point le plus fort, c'est qu'on est des centres d'expertise médicaux reconnus sur ces pathologies, et on peut permettre aussi de comprendre plus finement le contexte clinique dans lesquels ces algorithmes pourront à terme être déployés. Et donc, pour cadrer ce challenge, on a donc 3 centres d'expertise à la PHP qui sont pour l'instant impliqués, donc le centre Henri Mondor, l'hôpital Paul Brousse et l'hôpital Beaujon, qui sont donc spécialistes en cancer du foie. Donc, la PHP propose cette expertise médicale, cette connaissance du contexte clinique, mais également donc une infrastructure, où d'ailleurs nous travaillons Basile et moi-même, qui est l'entrepôt des données de santé de la PHP. Donc, c'est un entrepôt de données qui collecte, qui centralise les données de plus de 11 millions de patients, donc des données très variées, pas uniquement de l'imagerie, comme j'ai évoqué, mais voilà, plein de données sur les différents actes diagnostiques qui ont été posés, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du parcours patient et d'exploiter au mieux cette variété de données pour faire des algorithmes prédictifs. Enfin, donc en plus de l'expertise médicale et des données, la PHP propose également une plateforme sécurisée donc pour faire ces analyses, pour entraîner ces modèles, donc qui est une plateforme sécurisée avec tout un cadre réglementaire qui est déjà établi et dans lequel ce projet pourra s'inscrire. Et donc en plus du cadre, de l'aspect sécurité informatique et cadre réglementaire, le fait de venir travailler à l'entrepôt de données de santé, ça permettra aussi à cette entreprise partenaire de bénéficier de toute une batterie d'outils qui sont actuellement développés par toute la communauté de recherche qui travaille sur l'EDS et qui permettent justement de traiter un certain nombre de difficultés intrinsèques aux données massives en santé, avec des biais, des données manquantes et ainsi de suite, qui sont traitées par toute une batterie de méthodologies développées par l'écosystème. Donc, pour résumer, là, j'ai beaucoup parlé du partenariat qu'on a envie de nouer à long terme avec le lauréat de ce challenge. Donc, ça, c'est un partenariat à long terme avec beaucoup de données variées et un certain nombre d'outils à développer en partenariat avec toutes les équipes cliniques. Mais donc, la première phase qui vous intéresse sûrement le plus, pour l'instant, c'est la phase justement de sélection de ce lauréat. Et donc, c'est la phase qui aura lieu de mars à mai de cette année et qui, elle, par contre, est beaucoup plus restreinte en termes d'ambition. Parce que bien sûr, le temps est restreint, on aura un nombre de données limité. Et donc, on s'est focalisé dans cette première phase de sélection du lauréat sur un dataset que vous présentera Basile juste après, mais de 200 patients, avec un focus qui est beaucoup plus sur l'imagerie, avec les données étant mises à disposition, qui sont des données donc de scanner thoracique. Et donc, le but de cette phase-là, c'est bien sûr de sélectionner la startup qui sera pertinente, la startup ou l'entreprise qui sera pertinente pour nouer ce partenariat à long terme, qui pourra donc démontrer son expertise en apprentissage automatique, en particulier appliqué à la vision, et qui montrera également, de par son dossier scientifique, qu'elle comprend le domaine médical, ses enjeux, et que le développement de ces algorithmes s'inscrit dans la stratégie de long terme de la startup. Et maintenant, je passe la main à Basile qui vous expliquera plus précisément les données disponibles pour cette phase du challenge. Bonjour à tous, merci Romain.
Alors, moi, je vais vous parler un peu plus précisément des données qu'on va vous mettre à disposition, de la tâche de machine learning qu'on va vous demander de résoudre et de la manière dont vous serez évalué. Alors, concernant les données qui seront mises à votre disposition, il s'agit de données liées à un échantillon de patients atteints donc de ce fameux cholangiocarcinome intrahépatique, traité à la PHP et réséqué. Donc, réséqué, ça veut dire que le patient a été diagnostiqué, il a subi une opération chirurgicale afin de retirer la tumeur. Et Romain vous a expliqué que c'était l'unique option curative pour l'instant. Donc, on a deux types de données, des données d'imagerie, évidemment, puisqu'on vous a parlé de scanners préopératoires, sur la base duquel les oncologues et les chirurgiens vont déterminer si la chirurgie est possible. Ces scanners représentent un volume d'images de 1000 coupes environ. Il y a aussi des données d'anatomopathologie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une branche de la médecine qui s'intéresse au diagnostic de maladies à partir de l'étude de tissus et de cellules. Ces données, elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles donnent des facteurs pronostiques de la maladie. Donc, parmi elles, il y en a quelques-unes que j'ai listées, par exemple taille de tumeur, différenciation des cellules, etc. Concernant la tâche d'apprentissage, ou plutôt les tâches d'apprentissage, votre objectif sera de prédire, donc, comme je l'ai dit, des facteurs pronostiques à partir des données d'imagerie de 160 patients environ. Donc là, on voit bien qu'il y a un des enjeux du domaine médical qui est que la quantité de données qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, on s'attend à ce que vous proposiez une manière de faire face à cette difficulté. Ces tâches d'apprentissage, on peut les séparer en trois grandes catégories, la régression, de la classification binaire et de la classification multitâche. Donc, une tâche de régression, par exemple, ce serait la taille de la tumeur. Je voudrais parler un peu du premier item de classification binaire, la qualité de la résection. Donc, c'est un exemple de facteur pronostic qui est pour savoir si la résection a été complète ou incomplète. Donc, si elle a été complète, en fait, le chirurgien a bien découpé autour de la tumeur en laissant une certaine marge de tissu sain. Alors, ça peut vous sembler étonnant puisque si vous avez bien suivi, on a parlé de scanners préopératoires et là, on vous demande de prédire quelque chose qui est plutôt post-opératoire, enfin, en tout cas opératoire. Il se trouve que le facteur déterminant pour cette qualité de la résection, c'est la position de la tumeur, donc pas de panique, vous devriez être capable de déterminer ça. Voilà, donc tout un tas de facteurs pronostiques que vous aurez à prédire. Pour l'évaluation, vous évaluez d'abord sur l'algorithme de prédiction et aussi sur le dossier scientifique que vous nous remettrez. Alors, concernant l'algorithme de prédiction, on va évaluer les performances de votre algorithme sur chaque tâche avec une pondération qu'on arrêtera avant le début de lancement des hostilités, évidemment. Et la qualité générale de l'algorithme. Comme vous avez pu le voir, on saura tout ce que vous faites, donc on pourra vérifier ça. Vous serez aussi évalué sur le dossier scientifique. Donc, ça revient un peu à ce que dit Romain, puisque ce projet, c'est un projet juste pour vous sélectionner, ensuite quelque chose de très ambitieux ensemble. Donc, on va s'intéresser beaucoup à la clarté de la présentation de l'algorithme et de ses performances. On sera très attentif à votre expertise en termes d'apprentissage automatique et notamment en imagerie médicale, votre compréhension du contexte médical et les réponses que vous pourrez apporter dans un contexte clinique, notamment, on a évoqué le peu de données, hein, donc je pense que là, votre expertise médicale sera très importante, et la qualité du protocole de recherche proposé, tout ça pour évaluer votre capacité à nouer un partenariat de long terme avec nous à la PHP. Peut-être juste pour compléter, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup des peu de données, mais donc il y a peu de données pour cette première phase du challenge, mais l'idée c'est que justement avec le partenaire de long terme, on puisse mettre à profit tout l'entrepôt de données de santé, en tout cas une grande partie de l'entrepôt de données de santé, qui a bien sûr des données beaucoup plus massives. Alors maintenant, on a encore un peu de temps pour répondre aux questions, donc je ne sais pas si vous en avez noté dans le chat. Tout à fait, oui. Donc, effectivement, plusieurs questions. Alors, tout d'abord, une question qui est plus, on va dire, opérationnelle sur la composition des candidatures. Daniel, est-ce que tu souhaites y répondre? Il s'agit notamment de savoir comment se... Alors, je te laisse répondre à ces questions. J'étais en train de répondre sur le chat que je viens de découvrir à la question concernant le type d'entreprise pouvant
pouvant candidater, eh bien, toutes les entreprises peuvent candidater, sauf les grands groupes, et les consortia sont acceptés. Alors, moi, parce qu'on m'avait posé la question en amont, j'avais une petite subtilité que m'avait donnée Samy, qui était les grands groupes peuvent candidater, mais ne sont pas éligibles pour avoir la subvention. C'était la réponse. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est une petite subtilité. Donc, vous pouvez, en consortium, mais effectivement, les grands groupes ne pourront pas bénéficier de cette subvention. Ouais. Il y avait une question sur aussi la constitution là encore des consortiums. Est-il bienvenu de proposer une équipe mixte de scientifiques, de médecins, radiologues, ou devons-nous proposer une équipe strictement technique qui sera complétée par la PHP ou par Curie selon le défi? Je pense que là encore, la variété des acteurs du consortium est possible. Alors, je peux répondre pour la PHP. Pour la PHP, en tout cas, oui, ce serait bienvenu, bien sûr, d'avoir une startup qui, justement, a déjà les compétences médicales. Donc, après, je pense qu'on aura toujours besoin des compétences médicales de la PHP, ça, j'en ai aucun doute. Mais du coup, le fait que la startup soit déjà au fait de ces thématiques, c'est plutôt un plus. Et j'imagine que c'est pareil côté Curie, hein, José? Ah, José, on ne vous entend pas. Ah, non, on ne vous entend pas, José. Bon, voilà, je crois que ça doit être bon là. Non. Ça va bien maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'à Curie, on a l'expertise médicale, donc on peut accompagner des startups ou des sociétés qui n'ont pas l'expertise médicale, mais comme Romain évoqué, la clarté du dossier scientifique est très importante. Donc, le candidat devront avoir une idée de quelle sorte d'analyse on va faire dans le domaine médical. D'accord. Donc, effectivement, plutôt des profils variés dans ces équipes pour répondre aux questions, qui seront effectivement complétés par l'expérience et l'expertise de la PHP et de Curie. Il y a aussi une question pour savoir s'il est possible d'utiliser des bases de données complémentaires. Alors, il est possible d'uploader des modèles qui ont été entraînés en dehors. Donc, d'une certaine façon, ça permet d'utiliser déjà des bases de données complémentaires. Après, l'idée n'est pas d'uploader tout un dataset sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais en tout cas, le transfer learning, au contraire, est plutôt bienvenu pour répondre à ces questions. D'accord. Une autre question spécifiquement pour Basile a priori. Pour les données d'anatomopathologie, elles seront disponibles sous forme de compte rendu avec les caractéristiques que vous avez montrées ou des coupes numérisées seront disponibles en format image? Alors, pour l'anatomopathologie, on a extrait des informations des comptes rendus et donc on vous donne directement des données sous forme structurée. Donc ce travail a déjà été fait, pas besoin de le refaire. Alors ça, c'est pour du coup la phase de sélection du lauréat. Effectivement. Mais pour le partenariat à long terme, au contraire, on a un projet assez ambitieux de numérisation de l'âme à la PHP. Mais donc, ce sera pour la collaboration à long terme. Donc là, au contraire, les lames d'anatomopathologie scannée mériteront d'être exploitées. Donc, ça répond aussi à la dernière question que j'ai là, enfin, une des dernières questions, qui est est-ce que les accompagnements par la PHP et par Curie ne commenceront qu'une fois le lauréat choisi? Je pense que oui, hein, il n'y aura pas de… On va faire un accompagnement un peu grosse maille, j'ai envie de dire, où on va donner quand même bien sûr les contextes médicaux, on a un dossier scientifique qui est partagé, mais on peut pas accompagner individuellement les 10 startups candidates pendant la phase de sélection. Et donc au contraire, l'investissement en termes d'expertise médicale et de partenariat vraiment étroit se fera avec le lauréat qui aura été sélectionné. Très bien. Une question sur les jeux de données. Est-il possible de nous donner un exemple afin que nous puissions mieux comprendre la nature de la training set et du testing set? Alors un exemple, c'est on va pas… Ouais, peut-être… Oui. Ouais, peut-être en mots, est-ce que vous pouvez expliquer en mots vraiment Vous aurez une image liée à des données structurées issues de rapports d'anatomopathologie. Et donc, la cible, la target, c'est l'anatomopathologie et l'input, c'est l'image.
Et ensuite, nous, ce qu'on vous fournit, c'est directement à vous de voir comment vous séparez en dataset de validation et dataset d'entraînement. Et ensuite, nous, on évaluera ça sur un autre dataset qu'on aura gardé. Et donc, pour compléter sur l'image, c'est un scanner. Donc, chaque image, quand on dit une image, c'est 1000 coupes. Oui. Donc, en fait, pour chaque patient, on a 1000 coupes environ. Et Okay. après, le format d'image, c'est DICOM, un format classique en imagerie médicale. Parfait. Je vous remercie, Romain et Basile, d'avoir répondu à ces questions. S'il y a d'autres questions pour Romain et Basile, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le Q&R en précisant bien que les questions s'adressent à la PHP. Et maintenant, nous allons passer au défi de Curie, qui va donc être présenté par Rosé. Je vous laisse la main, Rosé, si vous êtes prêt. Oui, mais merci. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais profiter pour vous souhaiter mes vœux de santé, bonheur et réussite personnelle et professionnelle pour l'année 2021. Et je suis ravi maintenant de démarrer avec vous cette année avec un point sur ce projet ambitieux et emblématique. Il y a plus de 3 millions de personnes qui ont eu ou vivent avec un cancer en France aujourd'hui. Un Français sur deux est confronté au cancer, soit en étant atteint de la maladie ou en ayant approche atteint de la maladie. Donc, la priorité qu'on donne au cancer quand on pense aux préoccupations de santé. Pour vous présenter l'Institut Curie, le plus important centre de recherche en France dédié à la cancérologie, on a un groupe hospitalier en Île-de-France. On est impliqué pas seulement dans les soins, mais on participe dans plus de 200 essais cliniques aujourd'hui. Et on a un centre de référence pour les cancers du sang, les tumeurs de l'œil et les cancers pédiatriques. Quand on pense à Curie, on pense au berceau de la radiothérapie. Notre fondatrice, Marie Curie, c'est un nom emblématique. Mais on continue à développer la cancérologie de l'avenir. Et ça touche soit des développements de nouvelles stratégies de chimiothérapie, développer des radiothérapies plus ciblées et moins invasives, ou ce qu'on connaît comme la médecine de précision. Les cancers bronchopulmonaires sont la première cause de mortalité par cancer en France. Presque une personne est affectée tous les 13 minutes. On a presque 34 000 décès par an. Dans cette dernière année, l'an 2019, l'Institut Curie a pris en charge plus de 1000 patients atteints d'un cancer du poumon. On a créé un centre d'excellence dans l'Institut Thorax Curie-Montsouris. Et on est très impliqué, comme vous voyez, dans les essais soit essais thérapeutiques ou essais phase 1. La majorité des cancers bronchopulmonaires sont diagnostiqués en stade avancé ou métastatique. Et ça pose un défi majeur pour les cancérologues. Quand on voit les classifications actuelles, souvent elles reposent sur des critères cliniques de diffusion de la maladie, des images radiologiques, images dans la pathologie, et plus récemment, le séquençage de l'ADN tumoral. Et qu'on voit dans ces graves comme le cancer plus détecté de façon plus précoce ont une survie plus longue que quand on trouve le cancer dans un stade avancé ou métastatique. La multidisciplinarité, c'est la clé dans les traitements du cancer du poumon. On voit que la majorité des cancers avancés, seulement une minorité peut être traitée ou peut bénéficier d'une chirurgie curative. Mais les taux de réponse en chimiothérapie dépassent le 25%. On voit qu'on développe de nouvelles stratégies, soit de radiothérapie, soit avec de nouvelles molécules et immunothérapie. Les différents critères associés entre eux nous permettent
de mieux classer les patients et ça nous permet aussi de mieux comprendre la maladie. On s'appuie avec des données multimodales qui sont très amenables à des stratégies, des analyses de machine learning qui nous permettent de mieux comprendre la tumeur, de mieux la classer, le regrouper pour mieux prédire l'évolution, pronostic, décider les meilleurs traitements adaptés à chaque cas. Ça, c'est ce qu'on connaît comme la médecine de précision. Les cancers bronchopulmonaires ne sont pas une entité unique. On a commencé avec des classifications histologiques, soit des cancers de cellules petites ou non. Au fur et à mesure qu'on a amélioré les analyses moléculaires, on voit qu'on trouve des nouvelles classifications de cancer. Et ce qui nous montre qu'on parle d'une maladie assez compliquée. Et dans une période très courte de temps, on a changé complètement quels sont les guidelines, quels sont les traitements qui sont disponibles. Pour le traitement de ces maladies, on peut utiliser la chirurgie, la radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée. Et tout ça, nous montre qu'on parle presque de multitude de maladies orphelines. Aujourd'hui, la compréhension au niveau moléculaire de la maladie nous permet de définir des traitements nouveaux et ça se reflète dans les nouvelles approches thérapeutiques. C'est majoritairement de thérapie ciblée, mais ce n'est pas une tâche facile pour développer 10 nouveaux médicaments dans les dernières années. On a évalué presque 200 de nouvelles molécules. Même chaque semaine, quand nos radiologues, chirurgiens, oncologues, médicaux, biologistes et pathologistes se réunissent pour examiner les dossiers des patients en impasse thérapeutique, on voit quels sont les tests génétiques qu'on peut pratiquer dans le matériel, quelles sont les questions à poser, et on voit comment est-ce qu'on avance dans l'application des traitements innovants, parce qu'on voit que même si on traite des mutations spécifiques, il y aura des mécanismes de résistance qu'on doit être capable de traiter et avoir des molécules qui nous permettront d'évaluer ces rechutes. On peut développer des cartes, comme on voit ici, une carte de toutes les variables disponibles pour le cancer solide. On capture la description des altérations moléculaires disponibles. Et ça, grâce à cette sorte d'approche, on peut se pencher sur la maladie, voir qu'on a une variété d'incidences. Il y a des cancers qui sont assez rares. On a évoqué le changement histologique. On trouve des différents types histologiques. On trouve des biomarqueurs qui vont nous permettre de diagnostiquer ou évaluer quelle est la prognose de quelques malades. Et finalement, on doit prendre en compte aussi la démographie parce qu'on trouve qu'il y a des patients plus âgés avec des comorbidités ou avec un diagnostic plus avancé. Et grâce à ces sortes d'approches, où j'évoquais avant ces réunions multidisciplinaires, on peut avancer dans l'analyse de l'efficacité des immunothérapies. Et tous ces critères nous permettent de mieux classer le patient pour mieux comprendre la maladie. Et c'est là où on utilise ou on exploite ce qu'on connaît comme big data ou mégadonnées, qui nous permet même quelquefois de prédire quelles sont les évolutions de la maladie. Mais à la fin, on a toujours la même question. On peut développer de nouvelles approches, mais quand on est quelqu'un en face d'un diagnostic de cancer, on a toujours les mêmes questions. Quel est le diagnostic, quelle est la prognose et quelles sont les options thérapeutiques qu'on a. Et c'est grâce à cette sorte d'approche, à toute cette collection de données qu'on développe, qu'on capture dans nos hôpitaux, qu'on peut commencer à répondre à ces questions. On peut extraire des données du dossier médical qui ne sont pas structurés, mais on peut identifier les concepts médicaux de telle façon qu'on identifie quels sont les antécédents personnels d'un malade. Bien sûr, on trouve des cas où
il y a des problèmes de texte. Dans ces cas, mastectomie n'était pas bien écrit, donc le système rate l'étiquette. Mais on développe ces outils qu'on utilise aujourd'hui pour nous permettre d'informer nos médecins et travailler pour identifier quels sont les traitements qui marchent mieux. La majorité des Français aujourd'hui croient qu'avec ces avancements dans le monde du numérique, on peut améliorer le parcours des patients. Et c'est exactement la raison derrière de nos implications dans cette challenge, où on veut exploiter l'intelligence artificielle pour nous permettre de mieux diagnostiquer, dans les cas de cancer de poumon ou cancer du sang. On voit qu'on peut utiliser cette analyse automatique des images pour avancer de façon plus rapide et accompagner nos médecins, la caractérisation de lésions ou même dans le suivi des malades. Toutes ces approches qui sont aujourd'hui une réalité, on a plusieurs projets dans ce domaine, nous permettent de proposer ce challenge et d'une façon similaire à ce que nos collègues de la PHP viennent d'expliquer. On propose une cohorte, on propose une collection de données multimodales des malades atteints d'un cancer bronchopulmonaire. Là, on a des données de vraie vie, des données extraites de dossiers médicaux. On a des données d'anatomopathologie, soit le compte rendu du pathologue, soit les lampes virtuelles. On a aussi des images radiologiques numérisées. Et dans quelques cas, pas dans tous les patients, mais dans la majorité des cas aujourd'hui, des données génétiques. On évoquait dans une question si on peut utiliser des données hors collection. Bien sûr, dans le monde de données génétiques, il y a pas mal de collections publiques, des consortia internationaux. Et bien sûr, on peut utiliser cette sorte d'approche pour améliorer les modèles, mais à la fin, ce qu'on veut dans les challenges, c'est être capable d'évaluer la réponse de l'algorithme dans une collection d'environ 200 patients. Et pour le lauréat, l'ambition de l'Institut Curie, qu'on évoquait aussi dans le cas de la PHP, c'est d'établir un partenariat au-delà de ce challenge, mais on veut commencer à évaluer des algorithmes qui peuvent orienter, accompagner nos médecins. Comme je disais, on a les équipes, on a des experts en data science, on a les médecins, mais on a toujours la possibilité, et on sera ravis de travailler avec les lauréats pour amener le projet au but. Et comme notre fondatrice Marie Curie disait, sans la curiosité de l'esprit, que serions-nous? Je veux ratifier mes vœux et je veux voir s'il y a quelques questions à répondre. Merci Rosé. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure et que je vous repose là, c'est à part le critère de reproductibilité, quels seraient les autres critères d'évaluation à prendre en compte? Où c'est la question? Je vois. La question a été posée ici, tout à l'heure. Ouais, okay. Par la question de reproductibilité, quels seraient les autres critères d'évaluation à prendre en compte? L'information, la complétude, bien sûr. On doit trouver, on va sélectionner un algorithme qui est robuste et qui trouve la même réponse pour la même question. Donc, mais c'est la complétude du dossier. Comme je disais, dans la vie réelle, les données ne sont pas homogènes. Et ça signifie que même dans cette cohorte de 200 patients, on n'a pas les mêmes jeux des données pour chaque patient. Il y aura des patients où on a un suivi des IRM, mais dans des autres patients, on aura moins d'IRM. Dans quelques cas, on aura les lames de pathologie numérisées. Dans quelques autres, on n'aura que les dossiers, le compte rendu des pathologues. Ça, c'est l'hétérogénéité de la réalité qu'on vit dans nos hôpitaux aujourd'hui, doit être reflétée dans cette approche algorithmique. Et du coup, comment se passera, une fois le lauréat choisi, comment se développera le partenariat entre ce lauréat et l'Institut Curie? Ah oui, là, après, il faut un lauréat, on commence la négociation avec la direction de valorisation et partenariat industriel à l'Institut Curie et les lauréats pour définir quelle est l'ambition.
l'idée, c'est de commencer avec une collection plus ample. Pour cette POC, on parle de 200 dossiers. L'idée, c'est d'aller au-delà, 1000, 1500 patients dans les cancers du poumon, avec cette hétérogénéité de données, et voir comment est-ce qu'on peut faire un suivi au-delà du cancer du poumon ou au-delà de ce challenge. Très bien. Merci, Rosé. A priori, je n'ai pas d'autres questions. S'il y a encore quelques questions pour les intervenants, n'hésite pas. Attends, s'il y en a une. Pourriez-vous... comment et par qui seront traitées les questions de la propriété intellectuelle? Alors là, c'est partie de la discussion avec notre DVPI. On partagera ça dépend. Quand on parle de propriété intellectuelle, on doit voir qu'est-ce qu'on a développé, quels sont le prior art, quelles sont les connaissances que les lauréats proposent et combien de résultats sont grâce à l'implication de nos chercheurs et de nos médecins. Donc, ça c'est à discuter dans ça fera partie des négociations post. D'accord. Pourriez-vous préciser la nature des données Omics qui sont mises à disposition pour ce challenge? Là, on a, comme je dis, on a une diversité. Il y aura des cas où on peut donner quelles sont les mutations, seulement, dire BRAF et nommer la mutation. Je ne crois pas qu'on va mettre le BAM file. Donc, le maximum, je crois que ça serait seulement de dire quelles sont les mutations présentes. On ne veut pas compliquer les choses avec BAM files qui peut diversifier la réponse au lieu de faire attention à quelles sont les données pathologiques ou les données de radiologie. On aura des informations des mutations génétiques des patients. Très bien. Une question, je crois qu'on y a déjà répondu tout à l'heure. Daniel, si tu peux reconfirmer. Le lauréat peut-il être un consortium de 2 entreprises combinant leurs solutions complémentaires sur des natures de données différentes? Par exemple, d'un côté les images, de l'autre côté les données médicamenteuses. Oui, pas de souci. Oui. Consortium accepté, quoi, quelle que soit la répartition des tâches entre les différents partenaires. D'accord. Très bien. A priori, nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup. Si jamais des questions complémentaires étaient à venir, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra effectivement reposer les questions aux différentes personnes. Jean-Louis a déjà pour sa part donné son adresse, donc de la même façon, n'hésitez pas à lui poser les questions directement. Pour Romain, Basile et José, est-ce qu'il est possible de partager vos présentations avec les auditeurs de ce webinaire? Oui, bien sûr. Tout à fait, je l'avais mis dans ma présentation, mais oui, on peut partager. Très bien. Donc, on vous enverra les présentations. Je vous remercie tous. Donc, une question d'Edéric, je laisserai peut-être Daniel répondre. Je rappelle que l'ensemble si vous avez encore des questions, le cahier des charges est disponible sur le site de la région Île-de-France. Donc, vous pouvez tout à fait relire pour avoir plus de précisions quant aux détails sur qui peut y participer, comment, les subventions, etc. Pour les questions opérationnelles sur la plateforme et scientifiques sur les 2 défis, n'hésitez pas à revenir vers nous et on transmettra les questions. Rappel, la clôture de ce challenge est le 14 février. Si je ne dis pas de bêtises, ce qui veut dire, Jean-Louis, que la plateforme sera clôturée à cette date, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Ok, très bien. Je remercie l'ensemble des intervenants pour vos précisions très claires sur ces défis et sur l'utilisation de la plateforme. Un grand merci aux auditeurs également de nous avoir suivis. Ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible sur YouTube si jamais vous voulez le revoir ou pour ceux qui n'auraient pas pu être présents pendant cette session. Merci beaucoup à tous. Merci. Un grand merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au Au revoir. revoir.